À tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'actualité juridique de la formation professionnelle et de l'alternance. Je me présente, Yasmine Ami, je suis conseillère emploi formation et je suis rattachée à la délégation Île-de-France. Ma mission, c'est d'accompagner les entreprises et de les conseiller sur le volet formation, recrutement en alternance, mais également RH. Et j'interviens principalement sur les entreprises qui sont dans le 2e arrondissement de Paris. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec ma collègue Pauline, que je laisse se présenter également. Alors moi, je suis Pauline Fissmann, je suis juriste à la direction du droit de la conformité à l'OPCO Atlas et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Yasmine et 2 autres collègues, Céline et Jessica, que je laisse se présenter. Bonjour, c'est Céline Laverdan, analyste de l'apprentissage. Et Jessica Guémayer, comme Yasmine, je suis conseillère emploi formation, mais je suis rattachée à l'antenne de Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, merci Céline et Jessica de nous soutenir aujourd'hui sur ce webinaire sur la gestion des questions du chat. Niveau organisation, on a prévu 1 heure d'animation, donc 14h, 15h. Sachez que la présentation est déjà intégrée sur la plateforme. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous via la plateforme aussi depuis l'onglet questions. Donc, on répondra à vos questions tout au long de ce webinaire. Et il y a également un replay qui est prévu et qui sera envoyé à l'issue de ce webinaire à l'ensemble des inscrits et des participants. Donc, sans trop tarder, on va vous présenter notre sommaire. Premièrement, on a prévu de vous présenter, de faire un rappel sur le périmètre de l'OPCO Atlas, qui nous semble pour les nouvelles entreprises qui nous ont rejoints récemment ou qui ne nous connaissent pas. Deuxièmement, on va faire un petit focus sur l'actualité juridique de l'alternance qui a connu pas mal de mouvements ces derniers mois. Un point sur l'actualité juridique de la formation professionnelle et on va conclure par vous redonner nos contacts et les différents services de l'OPCO Atlas. Donc, l'OPCO Atlas, c'est un opérateur de compétences des métiers de l'assurance, de la banque, de la finance, du conseil et de l'expertise comptable et des commissaires aux comptes. Notre mission, c'est de favoriser l'accès à la formation et à l'emploi et de développer les compétences des salariés au sein des entreprises de nos branches professionnelles. Donc, Atlas est une association paritaire qui est gérée par les partenaires sociaux, des représentants employeurs et salariés des 14 branches professionnelles. Aujourd'hui, l'OPCO Atlas, comme vous le voyez sur la petite rosace, est constitué de 14 branches professionnelles. Nous avons donc les entreprises de l'assurance, les entreprises de la banque et de la finance, les entreprises du conseil et les entreprises qui relèvent également de la branche des expertises comptables et commissaires aux comptes, la branche des géomètres et la branche des économistes de la construction. C'est plus de 196 000 entreprises et 2,1 millions de salariés en poste. Nous avons donc 6 missions, 6 axes d'intervention. Donc, le conseil, c'est de conseiller et d'accompagner les entreprises dans leur projet emploi-formation. Le financement, donc c'est financement de la formation professionnelle et des contrats en alternance. La promotion, donc promouvoir les métiers de nos branches professionnelles via différentes représentations, que ce soit des salons, des webinaires, des forums, des permanences au sein des missions locales, des CCI, etc. Donc, faciliter le recrutement en alternance, vraiment accompagner l'entreprise de A à Z dans son projet de recrutement en alternance, anticiper l'évolution des métiers et des besoins de formation de nos branches professionnelles via différentes études qui sont réalisées par nos observatoires métiers et innover en soutenant les initiatives innovantes via des appels d'offres qui sont lancés auprès de CFA. Donc, sur cette slide, on vous donne quelques chiffres autour du périmètre de l'OPCO Atlas. Donc, 1,448 milliard de financement pour la formation professionnelle et l'alternance,
103 000 bénéficiaires, 104 000 contrats en alternance, 11 823 organismes et CFA partenaires et donc 1118 diagnostics et accompagnements RH. On a une représentation au plus près de nos entreprises, comme vous le voyez sur la carte, avec 11 délégations pour favoriser la proximité au plus près de nos entreprises, 29 représentations régionales, 360 collaborateurs, dont 80% sont dédiés au conseil et à l'accompagnement des entreprises. Donc, sans trop tarder, donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec le premier point qui est l'actualité juridique de l'alternance. Comme vous le savez, donc cette actualité a connu pas mal de changements, pas mal de mouvements ces derniers mois. Donc, le but, c'est de vous éclairer sur tous ces changements-là. Donc, le premier changement qui a lieu et qui est rentré en vigueur donc le 24 février 2025, c'est la modification des aides à l'embauche pour un contrat d'apprentissage. Donc, avant le 24 février 2025, on rappelle, et jusqu'en 2024, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avaient une aide lorsqu'elles recrutaient en alternance pour la première année de leur contrat de 6 000 €. Donc, depuis le 24 février 2025, cette aide a été modulée selon l'effectif de l'entreprise et elle a été également réduite selon qu'on soit une entreprise de moins de 250 salariés avec un montant de l'aide qui s'élève à 5 000 € maximum. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, le montant de l'aide s'élève à 2 000 € maximum. Sachant que cette aide, elle est conditionnée, donc elle est versée si l'entreprise remplit les conditions suivantes. Donc, le contrat doit être signé sur un contrat d'apprentissage. Donc, l'aide n'est pas versée pour les contrats de professionnalisation, mais uniquement pour les contrats d'apprentissage. La période de conclusion de ce contrat qui doit être entre le 24 février 2025 et le 31 décembre 2025 jusqu'à la fin de l'année. Et l'apprenti doit préparer une formation diplômante ou à titre professionnel qui peut aller jusqu'au bac plus 5. Et l'employeur ne doit pas avoir bénéficié précédemment d'une aide pour le même apprenti et la même certification professionnelle. Sachant que cette aide, elle est versée chaque mois. Elle n'est pas versée en une seule fois. Elle est versée par l'ASP, l'Agence de services de paiement, et elle est proratisée en fonction de la durée du contrat. Donc, si le contrat dure par exemple 8 mois, donc elle est proratisée sur 8 mois. Et si le contrat est rompu, l'aide s'arrête. À noter que quel que soit l'effectif de l'entreprise, lorsque celle-ci recrute une personne en situation de handicap, eh ben, l'aide est de 6 000 € maximum. On va passer à la deuxième modification. Donc, je te laisse la main, Pauline, sur celle-ci. Oui, donc pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2025, il y a un changement de régime social. Autrefois, les apprentis étaient exonérés de cotisations sociales et exonérés de CSG et CRDS. Depuis le 1er mars 2025, pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, on est soumis à cotisation sociale, cotisation salariale, jusqu'à au-delà de 50%. Les premiers 50% restent exonérés et les 50% qui dépassent sont soumis à cotisation. Et de la même façon, on va payer de la CSG-CRDS à partir de 50%. Donc, vous avez sur la slide un petit tableau qui résume le régime avant-après. Donc, jusqu'au 1er mars, on n'avait pas de CSG, pas de CRDS, pas de cotisation jusqu'à 79% du SMIC et on payait des cotisations salariales uniquement sur la partie qui dépassait les 79% du SMIC. Et depuis le 1er mars 2025, on paye des cotisations sur la partie au-dessus de 50% du SMIC et idem pour la CSG-CRDS, des cotisations CSG-CRDS au-delà de 50% du SMIC. Alors tout ça, c'est issu de la loi
de financement de la sécurité sociale, loi 2025-199, et également le décret 2025-290 du 28 mars qui est venu préciser le seuil d'exonération dans le Code du travail. La troisième modification concerne les formations dispensées à distance en moins à 80% de leur durée totale, qui voit leur prise en charge baisser de 20%. Cette mesure a été adoptée depuis le 1er juillet 2025. Concrètement, ça veut dire que tous les contrats qui sont conclus à partir du 1er juillet 2025 sont concernés par cette mesure si la formation est dispensée à distance au moins à hauteur de 80% de sa durée totale. Sachant que le CFA ou l'organisme de formation devra renseigner cette durée de formation à distance sur le CERFA et sur la convention. À l'exception des formations qui sont dispensées par tous les organismes de formation à distance, au moins à 80%, voire plus, celles-ci, elles sont dispensées, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas leur prise en charge baisser de 20%. Concrètement, pourquoi cette règle? C'est pour finalement ne pas pénaliser certaines formations qui, par leur nature, se font même à distance. Exemple, des formations liées à la cybersécurité, des formations liées à la data, ou voire même des formations qui sont réalisées dans des zones où il n'y a pas de CFA physique. Donc, c'est toutes ces formations-là, donc la même certification est réalisée par tous les organismes de formation à distance, au moins 80% de sa durée, voire plus. Donc, elle sera exemptée de cette baisse de 20%. Il y aura une liste officielle de ces formations exemptées qui sera publiée avant le 30 novembre 2025 pour que les OPCO puissent du coup avoir une visibilité sur ces formations-là et ne pas appliquer cette baisse. La troisième modification concerne les employeurs qui doivent s'acquitter aujourd'hui d'une participation obligatoire de 750 € pour un contrat d'apprentissage pour les formations à partir de Bac+3, c'est-à-dire pour tous les niveaux 6 et 7. C'est une mesure qui a été mise en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Concrètement, ça veut dire que tous les contrats d'apprentissage visant un diplôme de niveau 6 et 7, l'employeur doit verser une participation forfaitaire de 750 €. Deux cas particuliers, lorsque le contrat est rompu et il est signé donc à nouveau avec un autre employeur pour continuer, en fait, pour achever la certification qui a déjà débuté avec l'employeur initial, ce dernier se voit verser une participation de 200 € et non pas 750 €. Et lorsque la rupture du contrat a lieu pendant la période probatoire, c'est-à-dire pendant la période d'essai des 45 jours, à ce moment-là, la participation de l'employeur sera de 50% du niveau de prise en charge sur la période réalisée dans la limite de 750 €. Pourquoi cette règle? Cette règle vient vraiment, elle vise à éviter les abus où les entreprises signent un contrat puis le rompent très vite sans supporter aucun coût. Dans cette loi de finances, cette loi de finances qui est du février 2025, qui disait plusieurs choses sur la formation d'apprentissage, non seulement la minoration des NPEC pour les formations à distance, comme l'a dit Yasmine, également la participation de 750 € pour l'employeur, mais aussi, il y a autre chose qui est paru, et via le décret du 27 juin 2025, décret 585, qui vient nous dire que le calendrier est différent. Alors ça vous concerne peut-être un peu moins en tant qu'entreprise, mais les NPEC, en fait, ils versaient, nous, quand on finançait un contrat d'apprentissage, on le finançait selon un calendrier, 40%, 30% et 30%. Ça, c'était le calendrier d'autrefois.
Aujourd'hui, le calendrier, et depuis le 1er juillet 2025, le calendrier, il est en 4 versements, 40%, 30, 20 et 10. Donc, on n'a plus 40, 30 et 30, on a 40, 30, 20 et 10. Ça, c'est l'une des nouveautés du décret. La deuxième nouveauté, c'est que c'est un prorata au jour, en fonction du nombre de jours dans le contrat d'apprentissage. On finance en fonction du nombre de jours. Par exemple, si le contrat s'arrête le 14 septembre, notre financement va s'arrêter le 14 septembre. Alors qu'autrefois, c'était le principe de tout mois commencé et dû. Donc, autrefois, en fait, un contrat qui s'arrêtait le 14 septembre, il était financé jusqu'à la fin du mois, puisque tout mois commencé et dû. Maintenant, c'est plus le cas. On a donc un prorata sur la base de 365 jours et un calendrier de versement en échéance. Donc, c'est la loi du 14 février 2025, avec le décret du 27 juin. Je rappelle juste, Pauline, NPEC, c'est le niveau de prise en charge. Hein. Les niveaux de prise en charge pour le financement du contrat. Autre chose également, une autre échéance à avoir en tête, c'est l'échéance du 24 octobre 2025. Nous avons jusqu'au 24 octobre 2025 pour émettre des vœux. Quand on fait la taxe d'apprentissage, vous savez, vous avez une part principale qu'on verse en DSN des mois, versée en DSN mensuellement, c'est la part principale. Et à côté de la part principale, vous avez le solde de la taxe d'apprentissage. Ce solde de la taxe d'apprentissage, vous avez le choix de à quel établissement vous voulez le donner. Et pour faire votre choix, vous devez émettre des vœux. Donc, il y a des périodes pour émettre des vœux. Il y a eu plusieurs périodes. En l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est celle du 14 juillet au 24 octobre 2025. Vous pouvez émettre des vœux et en fonction de ça, le solde de la taxe sera diffusé donné aux établissements que vous avez choisis. Si vous ne faites pas de choix avant le 24 octobre, ce sera défini par décret, si vous voulez, c'est un arrêté qui va définir au 27 novembre comment on va répartir les fonds qui n'ont pas été répartis, qui n'ont pas fait l'objet de vœux. Alors également, enfin, alors peut-être qu'on va faire une pause pour des questions. Je me permets, on entend un peu moins bien. Je pense qu'il y avait un petit décalage dans le son. D'accord. Bon, je reprends juste pour le 24 octobre, hein, c'est l'échéance de la taxe d'apprentissage. Taxe d'apprentissage, on paye la part principale mensuellement en DSN et à côté de cette part principale, vous avez un solde que vous pouvez définir à qui vous donnez votre solde et donc vous pouvez émettre des vœux et vous avez jusqu'au 24 octobre pour émettre des vœux d'affectation. Alors, sur la période d'essai de 45 jours, ça c'est juste pour l'avoir sous le coude, mais voilà, on pourra en rediscuter. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment de période d'essai dans les contrats d'apprentissage. On appelle ça la période d'essai, mais c'est plutôt une période de libre résiliation de 45 jours. Et il y a juste un arrêt de cour d'appel que je voulais vous mettre en garde un petit peu sur cet arrêt. Cour d'appel de Nîmes du 9 décembre 2024. Qu'est-ce que dit la Cour d'appel de Nîmes? Elle dit que les 45 jours s'apprécient par formation. Ça veut dire que si l'apprenti change d'employeur au cours d'une même formation, le nouvel employeur ne pourra pas se prévaloir des 45 jours. C'est ce que nous dit la Cour d'appel de Nîmes. Elle nous dit les 45 jours, c'est pour un diplôme. Une fois qu'ils ont été utilisés, on ne peut plus les réutiliser chez un autre employeur. Donc, la personne qui changerait d'employeur en cours d'année, le nouvel employeur ne pourrait pas bénéficier des 45 jours. Donc ça, c'est ce que nous dit la Cour d'appel de Nîmes, mais il faut savoir que c'est une décision un petit peu sporadique. Pour le moment, il n'y a pas eu d'autres cours d'appel qui l'ont dit. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée et la DGEFP, le ministère du Travail, n'est pas d'accord avec cette position et il continue de penser que c'est 45 jours par employeur, même si c'est au sein de la même formation.
Alors, toujours dans les actualités, nous avons un décret. Donc, l'apprentissage transfrontalier, il a été pas mal précisé en février-mars 2025. Il y a eu un décret du 28 mars 2025 qui est venu nous expliquer comment ça allait se passer en apprentissage transfrontalier. Donc, déjà, c'est quoi l'apprentissage transfrontalier? C'est quand soit l'OF, soit l'entreprise se trouve de l'autre côté de la frontière. Par exemple, je suis en Alsace-Moselle et de l'autre côté de la frontière, il y a un CFA. J'aimerais faire ma formation dans ce CFA qui n'est pas français, puisqu'il est de l'autre côté de la frontière. Ou alors, j'aimerais faire une formation, j'ai trouvé une entreprise qui est de l'autre côté de la frontière. Alors ça, c'est de l'apprentissage transfrontalier. À ne pas confondre avec la mobilité à l'étranger, ou la mobilité, on vous envoie à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Ici, c'est vraiment l'apprentissage transfrontalier. On a à la frontière un pays limitrophe qui a conclu une convention bilatérale avec la France. Pour le moment, il n'y a qu'un seul pays qui a conclu cette convention, c'est l'Allemagne. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un financement qui est particulier, qui dépend de l'OPCO-EP. Et voilà, le financement, les niveaux de prise en charge sont un peu différents. Il y a des aménagements. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de tous les aménagements en termes de durée, en termes d'âge, en termes de rupture, mais voilà. En tout cas, il faut savoir que ça existe et que depuis mars 2025, c'est quelque chose qui est opérationnel. Alors, la loi est parue en février-mars, mais c'est à partir du 1er septembre 2025 qu'on va pouvoir le faire. Et on va pouvoir le faire uniquement en Allemagne pour le moment, parce que c'est le seul pays qui a conclu une convention bilatérale. Voilà. Donc depuis cette année, c'est possible. Alors, est-ce qu'on fait un petit point sur les questions? Une question pour toi, lorsqu'un avenant est signé maintenant sur un contrat initial signé avant le 1er mars 2025, est-ce que les charges sociales suivent On reste sous l'ancien régime parce que le contrat a été conclu sous l'ancien régime, avant le 1er mars. Donc, ce qui est déclencheur, c'est la date de conclusion du contrat, pas la date de conclusion de l'avenant, la date de conclusion du contrat. Donc, si votre contrat a été conclu avant le 1er mars, vous restez sous l'ancien régime avant le 1er mars. Beaucoup de questions sont posées pour la facturation des 750 €. Est-ce que je peux prendre la main? Bien sûr. Bonjour à tous. Vous vous posez la question de savoir quand va être facturé et comment va être facturé ces 750 €. C'est le CFA qui vous facturera les 750 €. Atlas déduira les 750 € de la prise en charge initiale. Donc, c'est bien une facturation qui devrait intervenir après la période probatoire. Je vais parler plus fort, parce que Jessica peut-être a des choses à remonter. Non, c'est plus des problèmes de son. Non, il y a eu quelques problèmes de son, effectivement. Peut-être juste une question sur l'aide exceptionnelle, particulièrement pour les entreprises de plus de 250 salariés. On nous demande si on pouvait rappeler les conditions pour bénéficier de l'aide. Oui, on peut les rappeler. Alors, c'est les mêmes conditions qu'autrefois, en fait. Autrefois, pour les plus de 250, il fallait avoir un certain nombre, un certain quota d'apprentis. Donc, je vais le retrouver parce que c'est là. Voilà. Au moins 5% de l'effectif salarié en apprentissage, en contrat d'apprentissage, en contrat de prof, en alternance. Il y a aussi les contrats VIE qui peuvent compter les chiffres. Voilà, alors soit c'est 5%, soit c'est 3% de l'effectif où on procède à un autre calcul. Mais en fait, c'est exactement comme autrefois du temps de l'aide exceptionnelle d'autrefois, où il y avait des conditions pour les entreprises de plus de 250. Et bien là, c'est la même chose. Oui, ça n'a pas changé.
Un pourcentage minimal d'alternants dans son effectif. Voilà. Donc, alors, il faut transmettre une attestation sur l'honneur. Hein. L'entreprise de plus de 250 salariés doit transmettre un engagement sur l'honneur disant qu'il respecte le pourcentage minimal dans un délai de 8 mois à compter de la conclusion du contrat. Céline, je sais pas s'il y a d'autres questions ou on peut poursuivre. Vous pouvez poursuivre. Alors, donc cette fois-ci, on va prendre le volet non plus alternance, mais le volet formation professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Le décret du 14 avril qui parle du compte personnel formation et des possibilités d'alimenter le compte personnel formation. Bon, ce compte personnel formation, il est alimenté régulièrement chaque année automatiquement, mais là, on vous parle d'un abondement supplémentaire, c'est-à-dire que l'employeur a la possibilité de verser des fonds en plus. Alors, cette possibilité, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle date depuis le 3 septembre 2020. L'employeur a la possibilité d'alimenter le CPF de son salarié. Ici, ce qui est un peu différent avec ce décret, c'est qu'il peut réserver son abondement sur certaines actions et fixer un délai d'utilisation. C'est un peu une tirelire où il peut lui dire bah, je suis d'accord pour te donner de l'argent pour telle formation, bureau d'études par exemple, on va bien cibler une formation, et dans un délai par exemple de 6 mois. Si dans 6 mois tu ne l'as pas utilisé, eh ben, les fonds sont perdus. Voilà, donc les fonds du CPF sont alimentés sur le compte CPF, voilà, par l'employeur. Autre nouveauté, donc, c'est le décret du 18 juillet 2025 qui dit que les formations VAE, le parcours VAE est finançable par le CPF. C'est donc le décret du 18 juillet 2025. Qu'est-ce qui est finançable? L'accompagnement pour la constitution du dossier de faisabilité, les formations complémentaires éventuelles et les frais de jury, ce qu'on appelle les frais de jury quand vous passez devant l'examinateur. Donc, ces formations vont transiter sur France VAE, le portail Internet, la plateforme dédiée France VAE. On sélectionne la formation. Alors, ça dépend selon le cas, si c'est une formation disponible sur la plateforme ou pas encore disponible sur la plateforme. Et c'est les fonds du CPF qui vont servir à financer la VAE. Toujours en parallèle avec cette VAE, il y a eu l'arrêté du 3 juillet 2025 qui est venu préciser le dossier de faisabilité. Il a mis le modèle du dossier de faisabilité. Quand on a un parcours de VAE, quel dossier on doit compléter, comment on peut se faire accompagner. Donc voilà, il doit conseiller, l'accompagnateur doit conseiller le candidat. Il peut éventuellement lui proposer des formations complémentaires. Et voilà, le tout est établi via un dossier de faisabilité qui se trouve au journal officiel. Le modèle a été fixé par l'arrêté du 3 juillet 2025. Alors là, c'est un autre texte qui est dans les tuyaux, mais qui n'est pas encore paru au journal officiel. Il y avait 5 accords, ce qu'on appelle des ANI, des accords nationaux interprofessionnels. Il y en avait 5 qui ont été conclus sur l'année 2024-2025. Donc, il y avait l'ANI des salariés expérimentés, l'ANI du dialogue social, l'ANI de l'assurance chômage, l'ANI de l'assurance chômage sur le bonus-malus et l'ANI sur les reconversions professionnelles. Ces 5 accords ont été repris, on va dire, dans une loi qui pourrait s'appeler la loi transposant les 5 accords. Et cette loi, en fait, a été adoptée le 10 juillet 2025. Elle comporte certaines mesures sur la formation professionnelle. Donc, pour le moment, elle n'est pas encore publiée au journal officiel, donc voilà, elle est dans les tuyaux. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la formation? Alors, elle met plusieurs mesures qui peuvent nous intéresser.
L'entretien professionnel qui est modifié, vous le savez, normalement, un entretien professionnel a lieu tous les 2 ans. Eh bien là, la loi viendrait le faire tous les 4 ans avec un entretien bilan tous les 8 ans. Elle instaure également un CDI expérimental pour les demandeurs d'emploi d'au moins 60 ans. Elle prévoit la possibilité de faire un accord collectif pour passer à temps partiel avant sa retraite et le décalage serait financé par l'indemnité de départ en retraite. Ça veut dire qu'une personne part à la retraite, mais son salaire, entre guillemets, vu qu'il part à temps partiel, il se met à temps partiel, le manquement, le delta, serait payé par l'indemnité de départ à la retraite. Alors également une négociation sur l'emploi des seniors pour les branches et les entreprises de plus de 300 salariés. Et surtout, la dernière mesure, ce serait de refondre les systèmes de reconversion. Alors actuellement, on a la PROA, on a transition collective. Eh bien, cette loi permettrait de fusionner ces systèmes de reconversion avec un seul dispositif. Elle instaure aussi un nouveau motif de CDD pour les reconversions et la possibilité d'utiliser son CPF pour une période de reconversion. Donc voilà, pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait officiel, ce n'est pas encore paru, mais en tout cas, c'est la loi qui a été adoptée par le Sénat le 10 juillet 2025. Alors, est-ce que là aussi, on fait une petite pause s'il y a des questions? Surtout qu'on est assez dans le timing, on est assez large, donc on repose encore des questions sur, alors on va revenir sur, toujours sur l'aide, sur les 750 €. Je vais essayer de parler un peu plus fort, a priori, on n'a pas forcément entendu les questions tout à l'heure. Bonjour, si l'apprenti rompt son contrat chez son employeur actuel au cours de 45 jours et est embauché chez un nouvel employeur, est-ce que le montant de reste à charge est de 50%? Il faut bien distinguer la notion de prise en charge et de la participation employeur. Le premier employeur aura une participation modérée aussi parce que la rupture aura lieu dans la période probatoire. Le nouvel employeur, si la formation est bien identique, on est bien dans la poursuite du parcours, l'employeur aura une participation de 200 €. Chacun des employeurs, pour la prise en charge, par contre, sera financé sur la durée du contrat dans chaque entreprise. Donc, on est bien sur une proratisation journalière. Donc, l'employeur numéro 1 aura une prise en charge pendant les 30 jours ou 40 jours du premier contrat. Et ensuite, l'employeur numéro 2 commencera le financement à partir de la date du début du contrat chez lui jusqu'à l'extinction du contrat. Ensuite, cette participation obligatoire employeur s'applique uniquement sur les contrats d'apprentissage conclus après le 1er juillet. Exact. Oui. Oui. Ça veut dire que les contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par cette mesure. En cas d'un avenant sur un contrat conclu avant le 1er juillet, les conditions, comme pour les charges salariales tout à l'heure, c'est bien la date de conclusion du contrat initial qui s'applique. Voilà, on reste sous l'ancien régime si le contrat a été conclu avant. Alors là, on revient à la périodicité des entretiens professionnels. D'accord. Concernant la modification de la périodicité de l'entretien professionnel, y a-t-il des informations plus précises sur la transition des délais? Non, en fait, pour le moment, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est un projet de loi, mais on n'a pas plus… vous voyez, l'entretien professionnel va changer de nom, il va s'appeler entretien de parcours professionnel. Il était tous les 2 ans, il aura lieu tous les 4 ans. Le bilan qu'on sait au bout de 6 ans se fera
tous les 8 ans. Et il y aura un entretien spécial pour les seniors avant les 60 ans, un entretien spécial des 60 ans, voilà. Mais on n'a rien pour le moment de fiable. En fait, j'aurais voulu peut-être vous dire quelque chose de plus fiable au 9 octobre, mais le contenu de ce qui s'est passé, je dirais, au niveau du gouvernement ou au niveau au niveau politique, cette loi n'est toujours pas parue. Donc, pour le moment, je ne peux pas trop préciser la loi. Toujours dans la même veine, pourriez-vous revenir sur les ANI? Les 5 accords nationaux. Donc, il y a eu 5 accords, ce qu'on appelle un ANI, un accord national interprofessionnel. Donc, il y en a eu 5. Parmi les 5, moi, il y en a 2 qui m'intéressent particulièrement. Donc, c'est celui en faveur des salariés expérimentés et celui en faveur du dialogue social. Les autres, des reconversions. Les autres me concerne un peu moins parce que l'assurance chômage, j'ai les deux années sur l'assurance chômage, le dialogue social, je suis un peu moins concernée, mais en tout cas, donc, sur les seniors et sur les reconversions, en gros, les mesures, ce seraient celles que vous avez à l'écran. Alors après, on peut détailler, donc sur les entretiens, on a vu la périodicité qui allait changer. Les reconversions professionnelles qui vont être un petit peu retouchées par un seul dispositif unique. C'est-à-dire qu'avant, on avait, pour faire une reconversion, on avait la promo, on avait transition collective. Maintenant, ces 2 dispositifs vont fusionner dans un seul dispositif qui s'appellerait la période de reconversion. Voilà. Le nouveau motif de CDD, donc ça, ce serait pour des reconversions externes CDD d'au moins 6 mois. Le thème de l'emploi des seniors, les entreprises de plus de 300 salariés devront négocier tous les 3 ans sur l'emploi, le travail des salariés expérimentés. Donc voilà, donc pour les négociations de branche et pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et il y a aussi, comme vous le voyez à l'écran, une autre idée dans cette loi, c'est qu'on pourrait passer un accord collectif pour se mettre à temps partiel avant l'âge de départ à la retraite. La personne serait à temps partiel et pour le delta entre forcément en temps partiel, elle ne gagnerait pas le même salaire que si elle était à temps plein. Du coup, le delta, pour compenser le manque à gagner, serait financé par l'indemnité de départ à la retraite. Ça veut dire qu'il verserait son indemnité de départ à la retraite pour compenser le delta qu'elle n'aura pas eu à cause de son temps partiel. Je me permets, on a quelques questions aussi sur le CPF. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur abonde sur le compte CPF avec une durée notamment et que le collaborateur en fait n'utilise pas son compte CPF? Est-ce que les montants sont perdus? Où vont ces montants? En fait, les montants sont perdus. Si l'abondement, alors je ne parle pas de ce qu'il a à lui, parce que le salarié, il a de toute façon, il a ses fonds à lui qui sont versés automatiquement. Ces fonds-là, l'employeur ne peut pas y toucher, bien évidemment, et cet argent-là, le salarié le garde. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle des fonds de l'alimentation supplémentaire, c'est-à-dire que l'employeur peut rajouter des fonds sur le CPF, mais en posant une condition. Si vous voulez, c'est la nouveauté de ce décret du 14 avril 2025, c'est de poser une condition en disant on peut très bien flécher sur certaines formations et fixer un délai d'utilisation en disant OK, je te donne 1 000 € en plus, mais tu dois les utiliser pour telle formation avant le 31 décembre. Si ce n'est pas fait, c'est perdu. Et du coup, un autre complément, mais toujours lié au CPF, mais cette fois à la VAE également. Si la VAE peut être prise en charge via le CPF, est-ce qu'on sait si les OPCO vont continuer à prendre en charge les VAE? Ou est-ce que ça risque… Pour le moment, nous, on continue de les prendre en charge dans nos forfaits en fonction des branches, de critères de financement de chaque branche. Voilà. Donc, pour le moment, on continue.
Après, comment ça va évoluer à l'avenir, ça, nous ne pouvons pas le savoir, hein. Toujours sur le CPF, est-ce que l'employeur peut prendre en charge les sommes de données que le salarié doit payer pour mobiliser ce CPF? Alors, oui, mais il y a une astuce quand c'est comme ça. Et je me souviens plus précisément du mécanisme, mais il y a moyen, en fait, il y a moyen de se dispenser du reste à charge si l'employeur abonde. C'est-à-dire ce reste à charge, il est normalement voilà, 102 €, hein, mais s'il y a un abondement de la part de l'employeur ou par exemple Pôle emploi, admettons si c'est un demandeur d'emploi, mais bon, s'il y a un abondement de la part de l'employeur, on est dispensé de ce reste à charge. Il a absorbé. CPF toujours, est-ce que le salarié tuteur voit son compte CPF ou compte citoyen augmenter par le fait qu'il est tuteur? Et si oui, comment ça? Alors, normalement, oui, puisqu'en effet, quand on est tuteur ou maître d'apprentissage, nous avons un abondement spécial sur le CPF de mémoire de 230 €. Donc, ça, c'est sûr, c'est écrit. Maintenant, sur le mécanisme de comment c'est crédité sur le compte, ça, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est en effet prévu d'avoir 230 € pour les personnes qui sont 230 € sur le CPF pour les personnes qui sont maîtres d'apprentissage. Est-ce que c'est pas plutôt avec la caisse de dépôt à voir ça sur le process de comment c'est crédité? Je ne sais pas. Nous avons des questions sur la proratisation du nombre de jours. Donc, comment on fait le contraste? C'est-à-dire, est-ce qu'il est sur la formation, la proratisation journalière, sur la formation ou sur le contrat? Je pense que c'est contrat, si tu es d'accord avec moi. Voilà. Alors, en fait, effectivement, la proratisation est sur la base de 365 jours. Voilà. Donc, on est bien sur une année entière d'année complète. Et donc, on divisera, on reprendra également le nombre de jours du contrat. Donc, comme on est bien sur la base de 365 jours, donc nous incluons également les week-ends, les jours fériés. Les jours des années d'année bissextile seront bien pris en compte puisqu'il y aura bien une proratisation journalière. Donc, nous calculons le prorata du nombre de jours du contrat pour l'année sur 365 jours. Il y a beaucoup de questions. Alors peut-être, effectivement, il y a quelques questions encore sur le CPF. Donc, on pourra peut-être revenir en même temps que le replay. Il y a plusieurs questions. En fait, ça a éveillé des questions sur le fait que les tuteurs devraient voir leur compte crédité sur cette mécanique-là. Donc, si on a les infos d'ici au replay, on pourra les transmettre. Oui, on va se renseigner, mais alors le compte crédité du maître d'apprentissage, ça n'a rien à voir avec le décret du 14 avril 2025 qui s'affiche à l'écran. Ce décret-là dit juste que l'employeur peut rajouter de l'argent sur le CPF du salarié et que s'il rajoute de l'argent, ce sera à utiliser dans certaines conditions, sous un certain délai, pour certaines formations, c'est-à-dire qu'il peut flécher les formations sur lesquelles il a envie que le salarié se forme. Donc ça, c'est une chose. Pour le maître d'apprentissage, c'est une autre chose qui existe depuis fort longtemps, les 230 € qui sont prévus de toute façon. Mais je sais qu'il y avait, c'était pas encore dans les tuyaux de la caisse de dépôt et consignation, c'était pas encore tout à fait hyper bien calé. Mais c'est pour ça on va se renseigner pour voir quelle est la démarche à faire. Est-ce que c'est l'employeur qui doit faire la démarche ou est-ce que c'est automatique du fait qu'il ait été désigné maître d'apprentissage?
voilà, on va se renseigner et on complétera les réponses. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on poursuive encore. Alors, justement, je réponds à l'écrit. Pour un alternant souhaitant changer d'école et de formation, en cas de rupture du contrat actuel puis de rédaction d'un nouveau contrat dans sa nouvelle école, doit-on s'acquitter une deuxième fois de 750 €. On rappelle que pour un changement d'école, Pardon. Est-ce qu'on peut laisser juste Yasmine ou Pauline répondre parce que tu es un peu trop loin du micro? Ouais. Non, mais je vais laisser Céline répondre. Voilà. Donc, excusez-nous pour le son. Donc, en cas de changement d'une école, il n'y a pas de rupture. Il s'agit d'un avenant et donc on est bien sur la continuité du contrat. Par contre, en cas de changement de formation, là, c'est bien une rupture et là, on n'est plus dans le cadre des 200 € ou pas, puisque les 200 € ne s'appliqueraient que si on est bien dans la continuité de la formation. Donc, s'il y a un changement de formation, il y aura donc le versement des 750 €. Merci Céline. Alors, donc on poursuit sur la dernière partie de notre webinaire et puis s'il y a d'autres questions, on pourra revenir les prendre à la fin. Donc, dernière partie, donc pour conclure, nos équipes à votre écoute et à votre disposition. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec nous, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Donc, soit via le canal téléphonique, sur le numéro unique qui s'affiche sur la slide, notre numéro unique entreprise, où vous pouvez prendre contact directement avec un conseiller téléphonique et qui pourra vous apporter une réponse à vos questions. Deuxième possibilité, au sein de votre délégation régionale, vous pouvez vous rapprocher directement de votre conseiller emploi-formation et prendre contact avec lui directement et qui pourra vous accompagner en proximité dans vos projets. Vous pouvez également contacter les gestionnaires de formation qui traitent vos dossiers si vous avez une question sur un dossier en particulier ou une prise en charge. Et puis, vous pouvez à tout moment, comme je vous le disais, donc contacter notre service entreprise, numéro unique qui s'affiche en vous munissant de votre code adhérent et vous pouvez rentrer en contact avec les différents services, soit avec le paiement s'il s'agit d'une question relative à la facturation, le service collecte s'il s'agit de vos contributions, le service assistance en ligne si vous avez une problématique sur votre espace en ligne MyAtlas, un conseil pour un projet de formation ou un dossier de formation. Et dans cette slide, on vous a remis les adresses génériques, les boîtes communes de toutes les délégations régionales. S'il y a une entreprise qui ne connaît pas son conseiller emploi-formation et qui aimerait entrer en contact avec lui, elle n'a qu'à écrire à cette adresse générique et on lui donnera le contact du conseiller emploi-formation pour la mettre en proximité avec elle. Et donc, sur la dernière slide, on vous rappelle que voilà, on a un agenda des événements sur notre site institutionnel de l'Opco Atlas sur lequel vous pouvez retrouver tous nos événements, que ce soit les webinaires, les salons, les clubs RH. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et s'il y a des événements ou des webinaires que vous intéressent, à vous inscrire. Vous avez également la possibilité de vous abonner à notre newsletter Atlas qu'on sort tous les trimestres sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité juridique donc liée à la formation mais également à l'alternance. Il y a des questions complémentaires peut-être? En tout cas, nous, on arrive à la fin de notre présentation. S'il y a des questions, Céline et Jessica, il nous reste encore quelques minutes, on peut les prendre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on pourra clôturer avec quelques minutes d'avance. Eh bien, ma foi.
Eh bien, super. En tout cas, sachez que voilà, vous pouvez télécharger donc cette présentation qui est disponible sur la plateforme. Vous pouvez le faire tout de suite. Il y a un replay qui est prévu. On vous l'envoie donc à l'issue de ce webinaire d'ici lundi maximum à l'intégralité des participants et des inscrits. Et on vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre participation.